Pour cette saison 2023-2024 de College Football, venez découvrir la nouvelle rubrique hebdomadaire de The Trick Play Podcast, la TT Palette. Chaque semaine, nous vous décryptons une action particulière ou un schéma de jeu, que ce soit offensif ou défensif, en nous basant sur les faits marquants du week-end passé. Via des analyses vidéo de matchs récents et du tableau noir, nous essaierons de vous aider à mieux comprendre la partie stratégique du football américain. Alors c'est parti pour cet épisode de la TT Palette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de la TT Palette. Aujourd'hui, on va parler défense puisque la dernière fois Kevin nous a parlé d'attaque. Et pour ce faire, j'ai choisi de m'attarder un petit peu plus sur la défense d'Alex Grinch, donc coordinateur de USC des Trojans. Alex Grinch qui, une fois de plus, à la week 0, a montré quand même une performance qui peut être potentiellement inquiétante pour la suite du championnat. Mais surtout, chose que moi je n'ai pas appréciée, c'est qu'il a annoncé que ses joueurs n'avaient pas fait les individual plays qu'il aurait fallu. Comprenez par là qu'il a un petit peu jeté ses joueurs sous les roues du bus en disant que si la défense n'avait pas été performante, c'était avant tout à cause des joueurs. Suite à ça, j'ai décidé donc de faire une petite TT palette dessus parce que, comme vous allez le voir, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il a dit en interview. J'ai commencé donc avec ce premier clip que je vais vous montrer juste ici pour vous expliquer un petit peu que l'individual plays, comme le dit si bien notre ami Alex Grinch, n'est pas forcément à mettre en cause, étant donné que là on voit bien qu'il y a une pression donc de 4 joueurs, comme vous pouvez voir ici, sur un package un petit peu plus basique, et que le reste des joueurs drop en zone, ou alors ici je pense que c'est surtout de la zone, on ne voit pas les DB, mais on voit qu'il y a vraiment une pression qui est mise à 4, et on voit qu'avec le talent dont dispose USC, 4 joueurs, c'est largement suffisant pour mettre la pression à Chevan Cordero, donc le quarterback de San Jose State. On voit ici que le taf est largement bien fait. Il force Chevan Cordero à sortir de sa poche parce que la poche est inexistante. Et à la rigueur, si vraiment il y a un joueur sur lequel on pourrait taper, c'est le edge que vous voyez ici. Parce que effectivement, si vraiment on veut être regardant, on peut dire qu'il n'a pas extrêmement bien pris sa contain. On voit ici qu'il attaque directement le joueur. Et Chevan Cordero va s'échapper sur l'extérieur parce que le joueur ne va pas garder la hanche extérieure de Cordero. Donc, passons sur ce plays. On voit quand même que les joueurs ont largement le talent pour faire ce qu'il aurait demandé. Deuxième plays, encore une fois, je veux mettre en lumière que l'individual plays est pas si pire que ça, et qu'au contraire, c'est peut-être des petites erreurs du cordeau défensif. Donc là, une fois de plus, USC a présenté donc un front à 4 joueurs que vous pouvez voir ici, le premier, deuxième, troisième et quatrième. Une fois de plus, on voit que la poche est complètement percée. On voit que le joueur qui est ici, il accapare l'attention de 3 linemen. Le defensive tackle qui est juste ici est en 1v1, ici aussi, et on voit que le edge est tout seul, et c'est au running back de devoir assurer le bloc sur cette action. On voit une fois de plus que les 4 joueurs sont largement suffisants pour mettre la pression sur un Chevan Cordero qui est déjà en mouvement. Là où j'aimerais que vous vous attardiez un petit peu, c'est sur notre ligne juste ici de linebacker. Pourquoi je vous demande de vous attarder un petit peu dessus ? Tout simplement parce qu'on peut voir que ici les corners sont visiblement en man-to-man, leurs yeux ne regardent pas vers le QB. Ils sont vraiment le regard fixé sur leur joueur. On voit qu'ici, le joueur tourne un petit peu ses épaules, alors qu'ici, le corner va mirror un petit peu son vis-à-vis. On voit ici que les deux linebackers sont plutôt comment dire, sur une couverture de zone. Ici, on voit que pareil, le nickelback ou le corner semble se diriger vers le centre du terrain, ce qui nous laisse à penser qu'il est peut-être lui aussi sur une prise de zone. On voit les deux safety ici qui sont tranquillement en train de drop. Donc pareil, jusqu'ici, vous allez me dire pas trop de soucis. Mais là où j'aimerais que vous vous attardiez un petit peu plus sur ces deux backers, c'est que si on regarde la suite de l'action, on voit ici qu'il y a un joueur offensif qui semble terminer son tracé dans une des zones des deux linebackers. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on voit que, alors que Cordero est encore dans sa poche, qu'il n'a pas fait mine de sortir ou de courir, on a déjà nos deux linebackers qui se sont avancés d'un pas, ce qui semble signifier que les joueurs ont très envie d'y aller, ce qui semble signifier aussi potentiellement le fait qu'on ait poussé ces deux gars-là
à être agressif et à vraiment aller faire des plays quand il le faut. Le problème, c'est que forcément, quand on demande à des joueurs de faire ça, si on leur a répété ça tout l'été, ce qui semble avoir été le cas parce que on leur a dit d'être plus physique et plus agressif et entre guillemets d'un petit peu moins foutre la honte à USC, vu que visiblement le gros problème de USC c'est la défense. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en mille, Cordero est encore dans sa poche. Il a encore largement le temps de lancer. La D-line met bien sa pression, hein, comme je vous l'ai dit juste avant. On peut voir qu'ici, les deux joueurs sont en capacité d'aller faire un plays et Cordero est encore dans sa phase de lecture. À aucun moment, il a rangé sa balle pour commencer à courir. Et pourtant, on a nos deux linebackers ici qui sont complètement hors zone et qui ont laissé ce joueur-là complètement tout seul. Le vrai problème, c'est que contre une offense un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus talentueuse, Cordero là a pas grand chose à faire, hein. Il lobe la balle au-dessus de ses deux défenseurs, il met la balle dans les mains de ce joueur là pour un gain déjà de 4-5 yards, voire potentiellement plus si derrière ce joueur là arrive vraiment à prendre du yard after catch. Continuons, avançons. Donc là encore une fois, hein, le joueur est tout seul, hein. Là maintenant la pression commence à se faire un petit peu trop pressante pour Cordero qui du coup a du mal à s'en sortir, ce qui nous prouve une fois de plus que l'individual plays a bien été fait. Et derrière, on voit que derrière, ça sac Cordero, ça a même cherché à créer un turnover. Nouvel extrait, on voit ce front 4 placé, même si selon moi c'est plus une nickel défense, donc en 3-3-5 avec ici le joueur responsable de l'edge. L'edge rusher ici est très certainement un des trois linebackers. Derrière, on peut voir le corner ici. Je pense que c'est un corner, hein, parce que vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas de receveur, donc il a certainement resserré un petit peu dans la poche tout en gardant un petit peu en gardant l'extérieur. Ici, vous avez les deux autres linebackers. Ici, vous avez le nickelback et deux autres corners. Contrairement à tout à l'heure, là déjà on peut voir que très clairement dès le départ de l'action, c'est de la zone. On voit notre ami cornerback ici qui a les yeux rivés sur son QB, qui a aucun vis-à-vis en face de lui. Nos deux linebackers ont les yeux sur le QB aussi. Notre nickel a les yeux sur le QB aussi. Et nos deux DB ont les yeux sur le QB aussi. Donc on sait déjà que c'est pas un man-to-man, sinon les regards auraient été un petit peu plus sur leur vis-à-vis direct. Une fois encore, on va le voir, un peu trop d'agressivité de la part de la défense de USC une fois de plus. Parce que tout simplement, l'individual plays, encore une fois, a été bien réalisé par les joueurs. On a un des deux linebackers qui descend bien faire sa poursuite. Le joueur responsable de l'extérieur, le force player comme on l'appelle, a lui aussi bien descendu la pente. Tout le monde fait bien son travail. Donc visiblement, l'individual plays n'y est pas. Mais ce que j'aimerais en fait vous faire regarder, c'est deux choses. La première, c'est notre nickelback qui est ici, qui avant même que le jeu soit terminé, donc le joueur qui est ici, celui-ci là, avant même d'avoir bien reconnu le jeu, avant même que la transmission se soit faite, vous allez le voir descendre comme une balle ici. C'est-à-dire que s'il y a un joueur qui était venu sit dans sa zone là, tout en menaçant les deux sur l'extérieur, forcément, le safety aurait dû bouger. Potentiellement, un des deux joueurs là a une responsabilité dans le flat. Ça nous laisse que ce joueur là pour potentiellement venir faire un plays. Chose qui peut, face à une offense encore une fois un petit peu plus talentueuse, se révéler compliquée, parce que si ce joueur là catch rapidement la balle, ou je vous dis une bêtise, hein, si il vient faire un tracé extérieur et que les deux viennent bloquer à l'intérieur, en fait rapidement ce joueur là peut devenir problématique, parce que ce joueur là ne s'est pas donné le temps de réflexion, ne s'est pas donné le temps de lire. Donc j'aimerais qu'on se focalise un petit peu sur ce joueur là. Et le deuxième, c'est notre ami linebacker ici qui fait une très belle descente dans son gap, untouch, mais qui encore une fois par surplus d'agressivité va tout simplement rater son plaquage. Hop, on va mettre play, on regarde ça un petit peu plus en détail. Donc comme je vous le disais, le linebacker qui est ici sur l'action descend tranquillement. On va revenir un petit peu en arrière pour que vous puissiez regarder ce joueur là qui, comme je vous le dis, à ce moment là, il ne sait pas si c'est une course. À tout moment en fait ça peut se transformer en une play action avec le QB qui feinte la transmission de balle. Et le problème c'est que ce joueur là, il est déjà en fait quasiment dans la boîte. Comme je vous disais ici, on a le plaquage raté de notre ami linebacker. Ça c'est symptomatique, hein. Là il est untouch, il vient se jeter alors qu'il aurait pu améliorer son angle. Une fois de plus, surplus d'agressivité, mais l'individual plays a fait encore le boulot. Donc pour des joueurs qui ont un petit peu galéré, je trouve que ça fait déjà quelques actions, on les voit faire quand même quelques plays. Nouvel extrait,
nouvelle défense en 3-3-5 avec, on voit bien les 3 D-line placés ici et notre spécialiste edge rusher ici. On a nos 2 linebackers qui sont vraisemblablement ces 2 gars-là. On a notre corner en haut de l'écran, un corner ici. On a notre nickelback là. On a un safety ici et ici potentiellement un deuxième safety, un box safety ou en tout cas un autre DB, donc une 3-3-5 encore une fois. Une fois de plus, comme je vous l'ai dit sur le début de la vidéo, hein, regardez bien, les yeux sont sur les vis-à-vis, ils sont proches, ça indique potentiellement que ça va peut-être jouer de la zone ici, de la man ici plutôt. On voit que le nickelback a lui aussi ses yeux sur son vis-à-vis. On voit que les linebackers ont bien les yeux dans la boîte. Hein. Jusqu'ici, aucun problème. Pareil, on va mettre play. Et une fois de plus, cette suragressivité qui n'est pas forcément nécessaire contre San Jose State, avec 2 joueurs qui, dès le snap, foncent comme des balles. Donc un des 2 safety, un des linebackers. Le linebacker ici semble être en man puisque ses yeux semblent se projeter sur le backfield. Ici, on a un joueur qui était le edge rusher qui finalement ne rush pas pour libérer d'autres lanes. On voit que notre ami ici aussi porte son regard dans le backfield, ce qui nous laisse à penser qu'il est lui aussi en man-to-man avec un joueur. Ici, les épaules se tournent et le regard est porté sur le joueur. Même chose là-bas. Vraisemblablement, on est bien sur de la man-to-man. On continue d'avancer un peu. Pourquoi sur agressivité? Parce que là, encore une fois, vous allez le voir, on a notre joueur ici qui était, si je vous dis pas de bêtises, qui était le blitzer, qui vient complètement rater son plaquage en se jetant. Désolé, chose qui est absolument pas à faire. Il aurait dû normalement à ce moment-là commencer à ralentir un petit peu, baisser son centre de gravité, essayer de faire perdre du temps à ce running back là, et techniquement s'il avait réussi à le plaquer, on aurait eu donc un plaquage pour perte assez simplement, surtout que derrière il a de l'aide qui vient, donc encore une fois le fameux individual plays. On voit que les autres ont réussi à faire leur jeu. On a les deux joueurs ici, dont un qui est un D-line qui fait sa poursuite. On a le cornerback ici qui fait un très beau jeu puisqu'il réussit à bien se mettre sur l'épaule extérieure de son receveur, ce qui vient fermer la possibilité de course extérieure de notre running back s'il cherche vraiment à aller à son extérieur. Ici on a le DB qui aura tout simplement juste à bien se placer pour le faire rebondir à l'intérieur, et à l'intérieur, comme on a vu, on a 2 joueurs qui sont en capacité de venir faire le jeu. Une fois de plus, les individual plays sont pas à mettre en cause. Ce qui est à mettre en cause par contre, c'est notre ami ici qui a fait preuve d'une énorme agressivité, un blitz qui n'était pas forcément nécessaire là-bas qui vient en fait bloquer nos joueurs ici. Maintenant voilà, c'était quand même un bon call au bon moment. On voit qu'il y a quand même un joueur, 2, 3, 4 joueurs qui étaient en position de faire le jeu. Ça n'a pas porté à préjudice, mais on voit déjà qu'il y a une certaine récurrence dans les plays. Beaucoup d'agressivité, ce qui mène à pas mal de plaquages manqués, beaucoup de blitz, beaucoup de couverture homme à homme. Alors, du coup, nouvel extrait. Une fois de plus, on voit la même chose. Nos 3 D-line qui sont ici. Le deuxième qui est là. Le troisième qui est là. Et notre edge rusher qui est ici. Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Pourquoi cet extrait m'intéresse? C'est qu'encore une fois, suragressivité, c'est-à-dire qu'on voit ici le DB, donc le nickel ou le safety qui était donc placé à peu près là au départ de l'action. Au moment du snap, c'est-à-dire que là Cordero vient de recevoir la balle, il est déjà en full sprint et vous allez le voir, il blitz très très clairement. Encore une fois, on peut le voir, là-bas c'est de l'homme à homme. Les yeux, ici, c'est sur le QB, c'est sur les receveurs. Donc on peut penser que ces 2 joueurs-là sont plutôt en zone. Visiblement, ici, on est aussi sur de la zone. On le voit, le corner est directement en train de partir en drop. Ce qui nous laisse à penser qu'il a une zone profonde. Et il laisse énormément de place au receveur. On parle de quand même quasiment 10 yards au moment du snap. Si Cordero était une fois de plus un quarterback un petit peu plus talentueux, ou en tout cas qui avait été un petit peu mieux coaché, rien que sur sa lecture pré-snap, il aurait vu ce joueur blitzer, et pareil, directement, ça aurait pas cherché à comprendre, on met la balle dans les mains d'un de nos playmakers qui est ici, qui a le joueur le plus proche de lui en fait est à 10 yards pour intervenir. Ça laisse de la place déjà d'aller prendre du gain, mais surtout s'il réussit à se débarrasser de cette personne-là,
on n'a personne. Hein. C'est-à-dire qu'on a déjà un backer qui est vers l'avant là. Ici, c'était en train de dropper là-bas. Et en fait, le joueur le plus proche aurait été celui-ci ou celui-ci. Étant donné que notre ami ici est déjà en blitz, c'est pareil, il aurait fallu qu'il se retourne pour ensuite aller faire la poursuite. Assez compliqué, ce qui nous laisse donc ce joueur-là, qui aurait dû en gros venir et réussir à faire une poursuite en prenant un bon angle pour intervenir, ce qui laisse potentiellement beaucoup de gains à notre receveur qui est ici en bas de l'écran. Une fois de plus, suragressivité qui n'est pas forcément nécessaire, comme on l'a vu au début de la vidéo, nos 4 bonhommes ici sont largement en capacité de mettre la pression sur Cordero. On va voir donc ce qui va se passer sur ce play. Petit spoiler, ça va une fois de plus être juste un avertissement pour la défense de USC. Comme vous pouvez le voir, Cordero a mal fait sa lecture et il se retrouve du coup très rapidement submergé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tout simplement ça ne marche pas? Eh ben, on a une action qui nous mène à ce qui sera ensuite le premier TD du match pour San Jose State. Une fois de plus, on a nos 3 joueurs qui sont ici en débalancé. Donc nos 3 D-line, on a notre spécialiste edge rusher qui va venir se mettre sur l'extérieur ici du tackle. Et là, comme vous pouvez le voir, le souci que ça nous pose, c'est qu'en fait, le centre a juste à enfermer la D-line là. Le tackle enferme notre edge. Et ça nous laisse le guard tout seul face aux 2 linebackers. Mais surtout, ça nous laisse un énorme gap là entre les 2 joueurs, qui va là pour le coup être bien exploité par l'offense de San Jose State. Pareil, on va mettre play, histoire que le jeu avance un peu. Ici, ce qui me pose problème, c'est donc notre ami linebacker ici. Et une fois de plus, c'est pas un individual plays, ça c'est un jeu à play. Ce qui me gêne, c'est que le linebacker va blitzer. En soi, c'est pas un problème, comme je vous ai dit, il y a un gap ici à occuper. Il va venir donc blitzer par ici. Là où en fait, moi, ça me pose un gros problème, c'est que dans son blitz, notre cher ami ici va viser l'épaule intérieure du guard. Pourquoi ça me pose un problème? Tout simplement parce que je vous l'ai dit, si la D-line ici se fait enfermer, si notre ami edge rusher prend l'extérieur et que notre ami qui vient blitzer prend l'intérieur, le guard va tout simplement l'enfermer. Et où sont les joueurs qui sont en capacité de faire l'action à ce moment-là? Ils sont ici. Le safety et notre deuxième ami linebacker. Ça me pose un souci assez énorme à ce moment-là, parce que en fait, le linebacker qui est le plus proche va se retrouver en fait enfermé et bloqué dans le trafic. Et ici, ça demande au safety de lire très rapidement et de venir plonger dans le gap. Ici, le blitzer aurait normalement, ou en tout cas en principe, dû chercher l'épaule extérieure du guard, ce qui l'aurait forcé à l'enfermer à l'extérieur et aurait facilité la tâche de notre linebacker à venir chercher l'intérieur directement. Une fois de plus donc, suragressivité qui n'est pas forcément nécessaire, même si ici l'alignement le force un petit peu, parce qu'en débalançant de cette manière, ça ouvre, comme je vous le dis, un gap assez monstrueux entre le centre ici et le tackle. On va donc voir ce qui va se passer, mais je vous ai un petit peu spoilé. Donc voilà, ça rentre intérieur, le edge prend bien son extérieur et ça nous ouvre le gap. Notre linebacker est bien coincé dans le trafic ici, comme vous allez le voir. Notre safety qui lui a d'autres choses à lire avant de directement plonger sur le jeu de course est beaucoup trop loin pour agir. Résultat des courses, une course énorme de 10 yards et plus qui nous mène donc aux portes de la end zone et qui mènera du coup au premier touchdown de San Jose State. Nouvel extrait cette fois-ci un petit peu plus populaire et je pense que vous l'avez vu tourner un petit peu et ce sera notre dernier extrait sur cette vidéo. Une fois de plus, on retrouve notre spécialiste edge rusher, notre defensive tackle, un autre defensive tackle, un autre edge rusher. On présente 4 personnes sur la ligne mais on est encore sur une nickel, donc en l'occurrence une 4-2-5 avec les 2 linebackers qui sont ici et qui se présentent directement dans les gaps. Une fois de plus, la suragressivité d'Alex Grinch ne va pas payer. San Jose State était en 3e et 22. Ce qui va se passer sur cette action, c'est que nos D-line vont tout simplement agresser leur gap. Ici, on va avoir un blitz, ce qui nous donne déjà, si vous savez compter, un 5 contre 5. Mon souci, c'est ce joueur-là, le numéro 13, le deuxième linebacker, qui est, pour certains, en QB spy sur Cordero, pour d'autres, en man-to-man avec le running back. Je pense, ou en tout cas je fais partie de ceux qui pensent qu'il était en man sur le running back. Le problème, une fois de plus, c'est que c'est assez mal coaché, parce que, bien qu'il soit en man-to-man avec le running back juste ici,
il aurait tout simplement pu, au moment où l'action se lance, dropper un petit peu, s'arrêter là. Si vous observez bien, les lignes de rush sont celles-ci. Normalement, si vous comprenez ce qui va se passer, on va vite voir ce mouvement-là s'afficher pour les O-line, ce qui va ouvrir un gap juste ici, et ce qui aurait permis à notre ami de pouvoir lire ce qui se passe dans le backfield et donc de garder son joueur en vue. Le problème, c'est que visiblement, ce qui lui a été demandé, c'est de venir miroir le running back ici, afin que si celui-ci parte en tracé, il puisse le suivre. L'incidence qu'il va y avoir du coup sur cette action-là, je vais vous mettre le play, c'est qu'il va complètement sortir de son trou. Il va se passer exactement ce qu'on avait dit qu'il se passerait. Ce qui va ouvrir ce trou-là, dans lequel Chevan Cordeiro va choisir de s'en aller. Le problème, une fois de plus, c'est que puisqu'il y a un blitz, bah forcément les autres joueurs vont se mettre en man-to-man. Problème du man-to-man, ça te force à regarder ton vis-à-vis, et c'est pour ça que Chevan Cordeiro va en profiter et va aller chercher cette 3e et 22 avec ses jambes. Je vous mets le play tout de suite. Donc comme je vous dis, hein, les lignes sont bien prises. On a le numéro 13 qui va s'engouffrer là, on ne sait pas trop pourquoi, ça ouvre un trou énorme. Comme je vous le disais ici, on a nos DB qui ont les yeux sur leurs joueurs. Forcément, ils ne peuvent pas faire autrement. Ce qui a pour incidence de laisser la porte ouverte à Chevan Cordeiro. Notre backer ici qui était bloqué dans le trafic a perdu de vue la balle, ce qui permet à Cordeiro déjà de prendre un avantage. Il est hors de position, donc il ne peut pas aller faire le plaquage tout de suite. Comme je vous le disais, si on regarde nos DB tout au long de l'action, vous pouvez voir que c'est assez manifeste, hein. Leurs yeux, ils sont sur leur vis-à-vis. Le moment où lui il regarde ce qui se passe, c'est trop tard. La balle est carrément ici, hors de son champ de vision, hein. Et donc forcément, derrière, quand on a un bel athlète comme Cordeiro, voilà où ça nous mène. Une fois de plus, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est sur le individual plays de notre ami le edge rusher ici, qui joue parfaitement son jeu et qui arrivait pour mettre la pression. Si Alex Grinch n'avait pas fait preuve d'autant d'agressivité, encore une fois, et surtout si le numéro 13 avait joué son jeu man-to-man de meilleure manière, il aurait été à peu près par ici. Donc dès que Cordeiro aurait voulu roll, il aurait heurté notre linebacker, il aurait été obligé de rebondir ou de faire le choix de lancer. Et si on voit bien l'action, vous allez voir que notre numéro 10 arrivait derrière en seconde lame assez rapidement et aurait mis fin au jeu. À ce moment-là, comme je vous dis, il y a le 10 qui était en position de faire le jeu. Le linebacker aurait été ici et aurait ralenti Cordeiro ou l'aurait forcé à lancer juste ici. Derrière, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer, mais en tout cas, l'individual plays de ces joueurs n'était une fois de plus pas à mettre en cause. Sa suragressivité de blitzer contre la faible équipe de San Jose State a été une fois de plus ce qui lui aura coûté ici un gros jeu. Et comme je vous dis, une 3e et 22 sur une course QB, c'est quelque chose qui fait assez mal. Sur ce, c'est la fin de notre épisode défensif sur la TT Palette, où on a regardé un petit peu ce qui s'est fait du côté du USC. En espérant que ça vous aura plu, on passe à la suite. On a d'autres matchs, on a d'autres vidéos à vous présenter. Donc on vous dit à tous à très vite et on vous fait plein de bisous. Ciao tout le monde.